Au début des années 2000, pour faire face à l'augmentation massive des données, on s'est intéressé aux systèmes pair à pair, en particulier pour leur formidable capacité de passage à l'échelle. Donc c'est en particulier dans le cadre du partage de fichiers que sont nés les premiers systèmes. C'est aussi le cas des tables de hachage distribuées, sur lesquelles sont basés de nombreux systèmes de partage de fichiers, de communication et de streaming. Donc dans une table de hachage distribuée, l'objectif est de distribuer le stockage des données sur un grand ensemble de machines et de pouvoir accéder rapidement à ces informations. Dans le cadre d'un système pair à pair, il est important de savoir que chaque entité, donc généralement les systèmes sont constitués d'un très grand nombre d'entités, de machines, et chaque machine peut jouer le rôle à la fois de client et de serveur. C'est une caractéristique très importante pour le passage à l'échelle, puisque à mesure qu'on augmente le nombre de clients, on augmente de manière linéaire le nombre de serveurs. Ce qui caractérise aussi ces systèmes, c'est que personne n'a l'information globale concernant le système, mais chacun doit prendre des décisions individuelles en reposant uniquement sur une information locale. Alors depuis, les systèmes pair à pair ont été utilisés dans des systèmes comme Skype ou Emule ou BitTorrent par exemple. Et aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement du routage dans un système pair à pair qui s'appelle Pastry. Avant, regardons comment fonctionne une table de hachage distribuée. Dans une table de hachage distribuée, la première chose que l'on fait, c'est que l'on veut stocker une donnée, par exemple un film, que l'on fait passer dans une fonction de hachage pour obtenir une clé. L'objectif du système est ensuite de stocker cette paire clé-valeur sur un nœud donné et de pouvoir y faire des opérations basiques qui sont l'insertion des paires clés-valeurs, en l'occurrence ici la valeur c'est le film, et de pouvoir accéder à cette information à partir de la clé. Et c'est exactement ces opérations que doit mettre en œuvre un système pair à pair. Comment ça fonctionne? Eh bien, on considère un système qui est une abstraction logique d'un réseau construit au-dessus de IP et on cherche à accéder à une information qui est stockée dans cette très grande table de hachage distribuée. Par exemple, si on cherche à effectuer une opération de recherche d'une certaine clé, qui en l'occurrence correspondrait à la clé 12 Year Slave, et que cette clé est stockée sur ce nœud ici, l'objectif du système pair à pair va être d'être capable de router cette information de ce nœud source vers la destination qui contient le film que l'on cherche à regarder. L'objectif d'un système pair à pair va être exactement d'implémenter ces étapes de routage pour aller de n'importe quelle source à n'importe quelle destination dans un système, alors même que chaque nœud va disposer d'une information très partielle de l'ensemble du système. Donc le système pair à pair va organiser les nœuds en ce qu'on appelle un overlay ou en français un réseau recouvrant logique qui est mis en œuvre au-dessus de IP. Aujourd'hui, on va voir l'exemple d'un tel système qui s'appelle Pastry. Il existe beaucoup d'autres systèmes dont par exemple Cord ou Kademlia qui reposent sur des concepts similaires. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est être capable d'assigner un ensemble de données à des nœuds particuliers de manière à pouvoir les identifier et y accéder rapidement. Donc la première question qu'on doit se poser, c'est qui est responsable de quoi? Alors on considère que chaque nœud reçoit un identificateur d'une longueur de 128 bits par exemple, c'est ce qui se passe dans Pastry, et qu'il le fait donc appartenir à cet intervalle ici. Le fait d'avoir un identificateur place le nœud sur un espace circulaire. De la même manière, les clés vont recevoir des identifiants qui les placent dans un certain intervalle, généralement plus grand que celui des nœuds. Sur cet espace circulaire, nous allons avoir les nœuds, qui sont les points, les machines, et puis les clés, qui sont représentées ici par les carrés. Donc dans Pastry, il existe plusieurs méthodes d'assignation, mais dans Pastry, une clé est attribuée au nœud dont l'identificateur est numériquement le plus proche. Donc typiquement, cette clé ici va être associée à ce nœud ici. Qu'est-ce que ça veut dire si cette clé, c'est la clé 1 et ce nœud, c'est le nœud 1? C'est que lorsque je vais faire une opération de routage ou de lookup sur une certaine clé, le système va envoyer un message au nœud 1. Donc ici, si j'ai la clé 2, je vois que le nœud qui va être responsable, c'est ce nœud 2 ici. Donc de la même manière, si j'envoie une opération de routage à cette clé 2, le système va envoyer un message au nœud numéro 2. S'il s'avère que ce nœud n'est plus là, ou a disparu du système, ou est défaillant pour une raison X ou Y, de manière automatique, le système va réattribuer cette clé au nœud 3, de telle sorte que dorénavant, lorsque l'on fait une opération sur la clé 2, le système enverra un message non plus au nœud 2, mais au nœud 3, de manière complètement transparente. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne l'algorithme de routage dans Pastry. L'objectif d'un algorithme de routage est d'envoyer un message de n'importe quelle source à n'importe quelle clé destination, de sorte que le message atterrit sur le nœud qui est responsable de cette clé. Il y a deux choses que l'on doit considérer, qui sont importantes pour l'efficacité du système. La première chose, c'est quelle est la quantité d'informations que chaque nœud doit stocker sur sa propre machine, et d'autre part, quel est le nombre d'étapes de routage qui sont nécessaires pour atteindre la destination. Donc imaginons
imaginons que l'on part de cette source ici et que l'on cherche à aller à cette clé comme destination. Une solution extrême consiste à décider que chaque nœud va avoir l'index global. Dans ce cas, on peut accéder directement au nœud qui stocke la clé destination. Ceci dit, il est bien évident que c'est pas une solution qui est envisageable dans un système à très grande échelle parce que maintenir la cohérence de cet index global sur chacun des nœuds est prohibitivement cher. Donc cette solution consistait à maintenir beaucoup d'informations par nœud pour avoir un routage extrêmement efficace. À l'autre extrême, on peut maintenir un minimum d'informations par nœud, par exemple en connaissant juste son prédécesseur ou son successeur, et puis de router une information de proche en proche jusqu'à atteindre la destination. Dans ce cas-là, on est beaucoup plus efficace en termes d'informations que l'on maintient sur le nœud, puisqu'on maintient uniquement deux liens vers ses voisins, mais par contre, on a un routage qui va s'effectuer avec un nombre d'étapes de l'ordre de la taille du système. Donc le beau compromis consiste à maintenir un nombre raisonnable d'informations sur chaque nœud et d'avoir un nombre raisonnable d'étapes de routage. Alors raisonnable en informatique consiste souvent à avoir des valeurs logarithmiques. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc imaginons que l'on veuille router un message de cette source, le nœud numéro 61A1FC, et que on veuille router un message à cette clé qui est la clé D46A1C. La manière dont l'algorithme de routage de Pastry fonctionne, c'est un algorithme qui fait de la correspondance de préfixes et l'objectif c'est de manière gloutonne de se rapprocher de la destination. La manière dont on fait ça, c'est que à chaque étape du routage, on va résoudre ce qu'on appelle un digit, c'est-à-dire un nombre ici. Donc on considère les bits par paquet de 4 et l'objectif c'est, puisque la destination commence par un D, c'est d'envoyer ce message à un nœud qui va le rapprocher de la destination dont l'identifiant va commencer par un D. C'est la première étape du routage. Le nœud 65A1FC va l'envoyer à un nœud qu'il connaît qui commence par un D de manière à ce qu'il y ait un préfixe commun entre le nœud auquel est envoyé le message et la destination. La deuxième étape de routage va consister à résoudre le deuxième digit et donc à envoyer un nœud qui a en commun un préfixe encore plus long avec la destination, en l'occurrence D4. Et ainsi de suite. Troisième étage de routage consiste à envoyer un nœud dont le préfixe correspond d'un digit supplémentaire avec la destination jusqu'à atteindre le nœud destination qui va être un nœud qui contient la clé D46A1C. Donc on se rend compte ici que l'on va avoir un nombre réduit d'étapes à condition qu'on connaisse les bonnes informations. Quelles sont ces bonnes informations? Eh bien c'est ce qu'on va stocker dans la table de routage. Donc quelles vont être les informations qui sont nécessaires dans la table de routage de ce nœud 65A1FC de manière à ce qu'il puisse mettre en œuvre cet algorithme? La première ligne de la table de routage doit permettre à ce nœud d'atteindre n'importe quelle partie de l'espace de nommage et de résoudre en quelque sorte le premier digit de n'importe quelle destination. Donc ça veut dire que pour tous les messages qu'il devrait envoyer à une clé qui commence par un 0, il devrait connaître un nœud dont l'identifiant commence par un 0 et évidemment son adresse IP de manière à pouvoir atteindre ce nœud. Il doit également être capable d'envoyer un message à tous les nœuds dont l'identifiant commence par un 1. Et dans ce cas-là, il doit connaître un nœud dont le premier digit commence par un 1, évidemment avec son adresse IP. Et ainsi de suite. Pour ce qui concerne la case qui commence par un 6, il n'a pas besoin de la remplir puisqu'il joue le rôle lui-même de son propre représentant pour la partie de l'espace de nommage des identifiants commençant par un 6. Jusqu'à atteindre le dernier digit possible et de l'adresse IP également. Donc ça, c'est la première ligne de la table de routage. Quand est-ce qu'un nœud a besoin de la deuxième ligne de sa table de routage? C'est quand il est sollicité en tant que deuxième hop. Dans ce cas-là, il a été sollicité en tant que deuxième hop dans un routage parce que la destination avait un préfixe commun d'un digit avec le nœud en question. Donc il doit être capable à cette deuxième étape de routage de résoudre un digit supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nœud 65A1FC, quand il est sollicité en tant que deuxième étape de routage, doit être capable de renvoyer le message à tout nœud commençant par 6, 0 et quelque chose. Donc il doit connaître un représentant de cette partie de l'espace de nommage. De même, il doit connaître un représentant de la partie de nommage 6, 1, etc. Évidemment, de la même manière, il joue le rôle de son propre représentant pour l'espace de nommage 6, 5 et quelque chose, etc. Donc ça, c'est la deuxième ligne de sa table de routage. La troisième ligne, à l'instar des deux premières, va contenir des nœuds qui ont un préfixe de plus en plus long avec le nœud dont il est question. En particulier, cette fois, ça va être 6, 5, 0 et quelque chose, etc., etc. Jusqu'à atteindre les éléments qui sont très proches du nœud en question. En plus, dans Pastry, chaque nœud va, donc si on prend ce nœud ici, chaque nœud va aussi maintenir de manière relativement agressive pour des raisons de tolérance aux défaillances, ce qu'on appelle le leaf set, c'est-à-dire des liens vers ses voisins immédiats de part et d'autre dans l'espace de nommage. Cette information est utile pour en particulier résoudre la dernière étape de routage, mais également pour assurer des propriétés de tolérance aux défaillances. On se rend compte qu'avec cette manière d'effectuer le routage,
routage, alors même que tout à l'heure, lorsqu'on routait de proche en proche, on avait un nombre qui pouvait aller jusqu'à n étapes, ou n sur 2 en l'occurrence. Et bien ici, à chaque fois, on va diviser l'espace qui nous reste à considérer. Donc par exemple, lorsqu'on réduit le premier digit ici, eh bien on va juste considérer l'espace des nœuds dont les identifiants commencent par un D. Lorsque l'on va résoudre la deuxième étape de routage, on ne va plus considérer que la partie de l'espace de nommage dont les identifiants commencent par D4, et ainsi de suite. C'est ce qui permet à cet algorithme de routage d'avoir un nombre logarithmique d'étapes de routage, tout en ayant à maintenir une quantité d'informations qui est aussi de l'ordre du logarithme par rapport à la taille du système. Donc il faut noter que la plupart des systèmes pair à pair qui sont utilisés pour mettre en œuvre des tables de hachage distribuées reposent sur des concepts assez similaires, et c'est le cas par exemple d'algorithmes comme CORD ou Kademlia. Dans les leçons suggérées, nous pourrons voir comment il est possible d'insérer un nœud, d'en enlever un d'un tel système, mais également de prendre en considération la localité géographique du réseau.